Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition un peu spéciale du Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, nous recevons les 4 candidats représentés à l'Assemblée nationale à l'élection partielle du 11 avril prochain. Je vous présente nos invités. À ma gauche, Mme Mireille Jean, qui est candidate pour le Parti québécois. Madame Francine Thé-Gobeil pour le Parti libéral. Et à ma droite, M. Pierre Dostie de Québec solidaire et Mme Hélène Girard de la coalition Avenir Québec. Pour les fins de la présentation, on a procédé à un tirage au sort avant le début du cercle. Et puis, il va y avoir prise de parole pendant 3 minutes pour chaque candidat. Ensuite de ça, on va procéder à la période de questions traditionnelle du cercle de presse. Le tirage au sort a voulu que ce soit Mme Gobeil qui soit la première. Alors, Mme Gobeil, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer ce matin. Francine Thé-Gobeil. J'ai besoin d'une présentation, mais je pense que tout le monde me connaît. Je suis née à Chicoutimi. J'ai fait mes études à Chicoutimi. Je suis mariée depuis 40 ans. Je suis mère de 3 enfants et 7 petits-enfants. Mes enfants sont tous dans la région. Je suis aussi une entrepreneure, une agricultrice avec une entreprise familiale depuis 38 ans avec de la relève, ce qui m'a valu le prix agricultrice de l'année en 92 et femme d'affaires en 2000. J'ai commencé à m'impliquer en politique, je devais avoir 3 ou 4 ans. Ça va vous surprendre, mais mon grand-père était très proche d'Antonio Talbot. C'était son agent officiel. Alors moi, il m'emmenait toujours au bureau d'Antonio Talbot, Jean-Noël Tremblay. Puis ça m'intriguait. Alors j'ai commencé très jeune à faire de la politique puis à m'impliquer. Mais depuis 20 ans, en politique municipale et 16 ans comme attachée politique ou chef de cabinet. Jusqu'à tout récemment, j'aurais tout fait les postes. J'ai été fonctionnaire pour, aide aux organismes, là, mais c'est un poste que la vérificatrice générale avait demandé. Puis, M. le maire m'a mis là pendant 1 an pour être capable de repatrier tous les organismes communautaires sportifs, culturels, avec qui j'avais travaillé depuis plusieurs années. Alors ça a été à tout récemment mon implication. Ces organismes-là sont très proches de moi. Les entrepreneurs aussi, je les connais depuis une 20aine d'années. Ma motivation pour me lancer à politique, c'est que depuis 20 ans, je travaille là-dedans, je suis impliquée, puis je veux donner mon expérience aux gens de Chicoutimi, aux citoyens de Chicoutimi, Chicoutimi-Nord. Je veux leur en faire part, puis leur montrer qu'on est capable de monter à Québec avec un gouvernement qui est au pouvoir, puis être capable d'amener des choses à Chicoutimi, Chicoutimi-Nord. Parfait. Mme Gobeil, prochaine prise de parole sera faite par Mme Mireille Jean du Parti québécois. Les 3 prochaines minutes sont à vous. Merci beaucoup. Donc oui, je suis Mireille Jean. Je suis une femme d'affaires qui a de l'expérience, une entrepreneur qui cumule une 30aine d'années d'expérience dans l'entrepreneurship technologique. J'ai une formation en architecture. J'ai fait mon cours ici au Cégep de Chicoutimi en sciences pures et appliquées dans les années 70, fin des années 70, début 80. Au cours de mes 30 ans d'expérience en entrepreneurship, j'ai développé beaucoup d'expertise dans le démarrage, la croissance, le fonctionnement, la gestion, l'exportation, le management, le financement avec les capitaux de risque, le rachat des capitaux de risque, le lien avec les grandes entreprises comme PME et le lien avec les grandes entreprises nord-américaines comme PME localisées en région, le lien comme PME localisée en région qui fait affaire avec des grandes entreprises à Montréal. C'est toute une expertise que j'ai développée au fil de ces 30 années-là. Je suis originaire naturellement d'ici, d'un père ouvrier, d'une mère artiste. Je vis ici depuis toujours, en fait. Le développement économique et l'emploi. Voici les 2 défis qu'il faut relever pour les prochaines années. Je pense que le comté de ses principaux défis se situent là, l'emploi et le développement économique. Avec mon background, j'ai les compétences pour relever ces 2 défis-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est dans mes cordes de pouvoir travailler là-dessus dans les prochaines années. Comme députée de Chicoutimi, je veux mettre mon expérience, mon réseau de contacts et mes capacités au service des gens d'ici.
Je ne vous ai pas mentionné peut-être quelque chose qui peut être important. Je suis à la tête actuellement du Réseau photonique du Québec. Le Réseau photonique du Québec est l'association québécoise qui regroupe l'ensemble des centres de recherche et des entreprises qui travaillent comme élément de base la lumière, le photon, c'est-à-dire les entreprises et les centres de recherche qui développent des lasers particuliers, qui vont développer des choses sur la fibre optique pour les manufacturer aussi, qui vont développer des caméras à haute puissance. Bref, c'est un secteur de très haute technologie et depuis 3 ans, je suis à la tête d'une... Donc, voilà. Je vais mettre au profit justement tout ce que j'ai développé depuis mes 30 ans au service des gens de Chicoutimi d'ici, afin qu'ensemble, nous relevions les défis de la nouvelle conjoncture économique nationale et internationale. Il faut s'outiller pour ça, puis je suis outillée justement pour relever ces défis-là, national et international. Comme députée, je veux aussi résister à l'austérité des libéraux qu'on subit depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, les coupures et la centralisation imposée par le Parti libéral du Québec font extrêmement mal à la région et au comté. Je veux résister à cette austérité. Et le plus grave, c'est que l'austérité libérale a éliminé nos leviers de développement économique. J'entends par exemple les CLD qui étaient extrêmement importants, la CRI qui est une institution extrêmement importante, ont été éliminés. On en a besoin pour relever nos défis, puis le Parti libéral les a éliminés. Madame Jean, En fait, je vous remercie pour les 3 minutes les qui 3 sont minutes sont écoulées. passées. Oui, prochain... J'avais prévu 1 minute, puis j'ai trop étiré. Donc, on prochaine continuera tout à l'heure. question sera posée par, c'est-à-dire la prise de parole sera effectuée par M. Pierre Dosti de Québec solidaire. Bonjour, ça me fait plaisir également d'être ici aujourd'hui avec vous. Je pense que plusieurs savent que je suis récemment, depuis 1 an, depuis la loi 10 en fait, retraité du réseau de la santé et des services sociaux. J'ai fait une carrière de 35 ans comme travailleur social. Les 10 dernières années, j'étais gestionnaire. J'ai été d'abord cadre intermédiaire et les 5 dernières années, j'étais directeur des programmes de dépendance, santé mentale, enfance, famille, jeunesse et santé publique au C3S de Jonquière. Durant ma carrière, j'ai mérité différents prix d'excellence pour mes travaux. Je peux peut-être vous parler de mon parcours aussi personnel. Je suis né à Lac-Mégantic. J'ai grandi dans la région de Chaudière-Appalaches. Je suis venu ici faire mon bac en 77. J'ai quitté la région pour Montréal. Je suis revenu à Chaudière-Appalaches et je suis revenu en région en 93. Donc, quelqu'un qui est venu étudier ici, qui est reparti à Montréal et dans une autre région et qui est revenu en 93 et je ne suis pas reparti depuis. Je pense que je suis maintenant naturalisé saguenéen, si vous voulez. Et dans ma carrière, évidemment, j'ai mis en pratique, j'ai toujours été un militant pour la justice sociale, j'ai été impliqué dans les mouvements syndicaux et de solidarité internationale et j'ai aussi mis en application une approche de gestion participative dans mon milieu de travail avec le personnel et les représentants syndicaux et aussi avec la population du réseau local de services de Jonquière dont j'avais la responsabilité. Par exemple, avec une centaine de partenaires du milieu communautaire, du monde de l'enseignement municipal, nous avons mis en place une véritable structure participative, démocratique, élective, pour partager avec le C3S la responsabilité populationnelle. En fait, c'est une responsabilité qu'avec la réforme Couillard de 2004, les établissements avaient d'assurer l'accès à des services de qualité en collaboration avec les partenaires et de travailler à agir par des actions intersectorielles sur les déterminants de la santé pour garder notre population en santé. Avec le virage de la contre-réforme Couillard, maintenant le réseau de la santé est en train de se redéployer vers une approche de maladie centrée sur les docteurs et une approche curative. Donc, et avec les mesures d'austérité généralisées, on fabrique la maladie à grande échelle, donc on va se retrouver dans très peu de temps avec beaucoup de problèmes sociaux et de santé à régler. Donc, j'ai aussi, je fais partie du comité scientifique permanent de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. J'étais sur le point d'être nommé au forum du commissaire à la santé, mais Dosti, cette instance a été abolie par le ministre Barrette. Merci. Donc, prochaine prise de parole sera effectuée par Mme Hélène Girard de la coalition Avenir Québec. Merci. La parole est à vous. Bonjour à tous, bon matin. Il y a au moins 2 choses dans la vie des Saguenayens dont on ne connaît pas tout à fait la réponse. L'heure de notre mort
et la fin de l'hiver. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je pense que les gens me connaissent bien. 30 ans dans les médias, radio, télé, théâtre. Ça, vous le savez. Mais malgré le froid, depuis le début de la campagne, je l'ai toujours dit, je fais du terrain. J'ai eu l'occasion de rencontrer des centaines de mes citoyens de Chicoutimi. J'ai discuté de l'avenir avec eux. Ils sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe. Et vous le savez, une région qui se vide de ses jeunes est une région qui se meurt. Et c'est ce qui est en train de se produire chez nous. L'an dernier, juste l'an dernier, 550 jeunes nous ont quittés. Il faut donc se prendre en main et retourner la vapeur de tout ça. Se donner les moyens, non seulement de garder nos jeunes, mais aussi d'en attirer d'autres en créant des programmes spécialisés en haute technologie exclusifs. Pour garder nos jeunes, une fois instruits, il faut leur offrir de l'emploi. C'est ainsi que la Coalition Avenir Québec, on va l'appeler la CAQ, ça va plus vite, j'ai juste 3 minutes, que la CAQ propose la création d'un fonds de 1 milliard de dollars par année sur 5 ans pour susciter l'innovation dans les PME. Avant toute chose, il faudrait accorder une aide à toutes les familles. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ces familles-là sont étouffées? 115 familles ont dû remettre les clés de leur maison à leurs créanciers. Pourquoi? Parce qu'au cours des 12 dernières années, de Jean Charest à Philippe Couillard, en passant par Pauline Marois, non seulement le fardeau fiscal n'a pas diminué, mais il a augmenté. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont les Québécois qui, dans une proportion de 69 %, estiment que leur fardeau fiscal s'est accru depuis 10 ans. On s'est appauvri. Et que fait le gouvernement pour nous aider? Non seulement il n'y a rien à proposer, mais en plus, il a rejeté la proposition de M. Legault et de la CAQ de baisser les impôts de 500 $ par travailleur. Et que propose aussi mon adversaire péquiste, Mme Jean, qui dit « Votez pour moi, pour la continuité de la famille Bédard ». J'ai fait une recherche, Mme Jean, j'ai pas trouvé de lien de parenté. Enfin, permettez-moi de me poser des questions. Stéphane Bédard, qui fut un député honorable, a été rejeté et poussé au départ par son chef, Pierre-Carl Péladeau. 40 années sous le PQ. Vous voyez où on est rendu. On n'a pas pu avancer. Donc, vous avez le choix entre deux vieux partis, un fédéraliste, le Parti libéral, qui s'écrase carrément devant Ottawa, Madame et l'autre, Girard. le PQ, qui ne mène nulle part. Madame Girard, les 3 minutes sont terminées. Donc, tel que le veut la tradition ou la pratique, la période de questions pour les journalistes est ouverte. Et comme le veut un peu la tradition, c'est le président fondateur, Bertrand Tremblay, qui va poser la première question. Mesdames, alors je reviendrai sur le plan économique, en ce sens qu'il y a déjà une trentaine d'années, je pense, c'était un sommet économique, vous vous en souvenez, dans la région. Un sommet économique qui avait créé un choc parce que la grande entreprise avait prévenu la région qu'elle ne créerait plus d'augmentation d'emplois en appliquant la technologie pour devenir concurrentielle à travers le monde. Puis ça, je pense qu'on l'avait très bien compris. Et elle avait encouragé même des initiatives pour développer la PME. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, je pense que la PME s'est développée. On a des PME qui exportent à travers le monde. Cycle de Vinci, on a Procométal, par exemple, on a Béton Préfabriqué qui fabrique, je pense que c'est l'entreprise qui a construit le plus grand nombre de Ça va bien pour mon préambule, M. Tremblay. Bon, alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, aujourd'hui, avec les difficultés nouvelles qu'affrontent les PME? On a vu ça au sommet d'Alma, par exemple. Ils ont présenté plusieurs mémoires et il y a plusieurs... puis là, aux difficultés qu'ils rencontrent à l'heure actuelle, se sont ajoutées celles, par exemple, des ingénieurs, de dire des frais qui sont payés aux ingénieurs montréalais qui vont venir faire la concurrence. M. Tremblay, votre question, s'il vous plaît. Alors, je vous en dis pas davantage, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi. Alors, j'aimerais savoir quelles initiatives vous allez prendre. Vous posez la question à qui? Pour que véritablement le mouvement
en faveur du secteur manufacturier, en faveur du développement des PME, qui sont l'avenir économique de la région, va se développer et non pas pris dans un étau comme à l'heure actuelle. À qui vous posez votre question? Je pose la question aux 4, évidemment, en commençant par Mme Gobeil, puis OK. Donc, qui était la première... préambule long, À prendre la question parole. courte. Réponse courte. Monsieur Tremblay, il y avait une chose à faire pour aider nos PME, c'était de rétablir les finances publiques. Ça, c'était la première chose à faire. Puis je peux vous dire, là, que le gouvernement libéral, il a été capable de le faire. Il a eu le culot de le faire. Même Mme Marois l'a dit dans le journal d'hier. Elle ne voulait pas décevoir. Tout au long de son livre, on voit qu'elle est aux prises avec une situation budgétaire qui est impossible. Alors, peut-être qu'on a vécu au-dessus de nos moyens un petit peu trop longtemps, mais quand le gouvernement Couillard est arrivé, le gouvernement de M. Couillard est arrivé au pouvoir, il a été capable de rétablir les finances publiques et nous donner des marges de manœuvre. À partir de ça, avez-vous regardé un petit peu le budget, là, le dernier budget qui est sorti? Il y a une baisse de la taxe sur la masse salariale. Il y a des crédits d'impôt. Il y a des façons de procéder pour l'innovation et l'exportation qui sont encore des subventions. Il y a des fonds de démarrage. Puis il y a un montant d'argent là, qui est très important. Nous autres ici, là, on est des entrepreneurs à Chicoutimi. Moi, là, j'ai fait le tour. Quand vous dites que Alcan puis les grosses entreprises ont dit qu'ils ne créeraient plus d'emplois, mais faites le tour du parc industriel, puis je peux vous dire qu'il y en a qui en créent de l'emploi. Merci, Mme Gobeil. Prochaine, c'est Mme Jean à répondre. Bien, je ferai du chemin là-dessus. Je pense que oui, le développement économique est important. Oui, il y a des PME, mais à mon avis, il n'y en a pas assez. Je pense que les initiatives qu'on a à faire actuellement, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus. Et on va en avoir plus si on mise sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Ça veut dire miser sur la personne, sur les gens qui ont des idées. Donc, moi, je pense qu'il faut viser là-dessus dans l'ensemble des secteurs d'activité. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, moi, je ne me limite pas seulement qu'aux manufacturiers. C'est très important, le manufacturier, mais il faut embarquer aussi dans les autres entrepreneuriats. On va embarquer, par exemple, dans le service, on va embarquer dans l'entrepreneuriat culturel, artistique. Je pense que tous les projets valent la peine d'être étudiés et d'être supportés. Pour ce qui est de l'attitude du Parti libéral ou le gouvernement libéral qui, face à une situation économique difficile, se met plutôt à couper dans les secteurs où on devrait justement favoriser, parce qu'il faut faire une différence entre dépenses et investissements. Lorsqu'il y a une économie qui ne va pas bien, ce n'est pas le temps de couper justement dans les dépenses, peut-être dans les dépenses, mais il faut quand même mettre de l'argent dans les investissements. Et le Parti libéral, le gouvernement libéral a fait le contraire. Il a coupé dans les leviers qu'on avait et il a coupé dans les moyens où on aurait pu avoir de l'investissement, que ce soit dans les CLD, dans la CRE, dans les infrastructures dans lesquelles il faut investir pour faire en sorte que justement les gens d'idées, les entrepreneurs puissent être capables de mettre en œuvre leurs projets qui puissent croître. Merci, Mme Jean. Monsieur Dosti. La situation est vraiment très difficile et nous savons depuis toujours que la structure économique de la région ne facilite pas les choses. Même les petites et moyennes entreprises sont beaucoup tributaires des contrats et des exigences toujours plus grandes. Et là, on voit qu'il y a des contraintes encore supplémentaires qui s'ajoutent. Et tous les efforts qui ont été faits depuis 30-40 ans dans la région pour soit favoriser la transformation des produits, soit de l'aluminium ou de la forêt, ou encore diversifier la région ou peut-être même développer le secteur agroalimentaire dans la transformation, se butent continuellement à cette structure économique-là, à ces grandes forces internationales qui sont optimisées à l'échelle de la planète en fonction des besoins des actionnaires concernés et non pas nécessairement en fonction de favoriser un développement économique régional. Et on a perdu en plus de nos leviers d'appui à nos entreprises, mais les lieux de décision et de concertation régionaux qui sont des espaces où on avait pu tenter de développer une vision commune, à tout le moins de ce qu'on voit comme développement, se sont effrités. Alors, c'est dans ce contexte-là. Et en plus, on a une situation d'urgence environnementale et écologique qui va nous forcer à faire un virage vers une économie verte. Il faut penser au Québec qu'on a un déficit
de notre balance commerciale qui est essentiellement due au fait que nous achetons du pétrole pour nos déplacements. Et nous avons en plus, à côté de cela, un surplus énergétique électrique. Dans notre région, il y a des barrages qui sont entre les mains d'intérêts privés qui produisent l'équivalent de la baie James et que si nous nous le réapproprions, nous pourrions les utiliser comme un levier économique, par Merci, exemple, Monsieur pour Dastier. développer le transport en commun et l'industrie de fabrication de véhicules électriques. Merci, M. Dastier. Madame Girard. Merci. Oui, coupure, mais pas au bon endroit. Votre question, Monsieur Tremblay, était: avez-vous une solution pour relancer le secteur manufacturier et PME? Je vous ai bien compris. Création du programme manufacturier pour soutenir les gains de productivité. On parle d'1 milliard par année sur une période de 5 ans en prêt. Les retombées économiques de ces investissements-là permettraient la création de 18 063 emplois à coût nul, puisque bien rémunérés. Et pour les gens qui vont dire, oui, mais pour la région, écoutez, c'est une richesse incommensurable. Il y aurait des emplois indirects et de richesse dans les régions, donc dans la nôtre aussi. Merci. Prochaine question, M. Louis Tremblay du journal Le Quotidien. Madame Gobeil, est-ce que vous croyez que M. Hamad a bien fait de quitter pour la Floride alors qu'il vient de plonger son gouvernement dans une crise de confiance importante? Est-ce que vous croyez que M. Hamad a bien fait de quitter pour la Floride? Et est-ce que la crise Hamad risque d'avoir un impact sur votre campagne électorale d'ici la fin? Écoutez, moi, M. Hamad, là, je suis comme vous, je ne le connais pas. Si vous voulez savoir, peut-être lui poser la question, mais moi, si ce monsieur-là a fait des choses pas correctes, bien, gare, ils feront le tout en conséquence. Le commissaire à l'éthique s'est quand même penché sur la question. Alors moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, présentement, là, je m'occupe de mon comté. Je m'occupe pas beaucoup de M. Hamad. Mais est-ce que vous croyez que ça peut avoir un impact sur votre campagne? J'en ai pas entendu parler. C'est vrai, je vais voir les citoyens, puis je n'ai pas entendu parler, mais c'est vrai que c'est nouveau, là, mais... Prochaine question, Mme Mélanie Patry de Radio-Canada. Pour Mme Jean, puisque vous semblez avoir beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pensez des ventes de Saint-Hubert, Rona, le Cirque du Soleil également, qui a été cédé à des intérêts étrangers? Je voulais voir ce que vous pensez un peu de cette situation-là. Bien, je trouve ça vraiment très inquiétant de voir justement que des entreprises aussi importantes québécoises sont acquises par des étrangers et qu'on perd le contrôle. Je suis extrêmement inquiète de voir ce phénomène-là et je suis extrêmement inquiète de voir le peu d'actions que le gouvernement libéral actuel ne fait pas ou ne fait au niveau de ces réalisations-là. On a des leviers au niveau du gouvernement, que ce soit le MEIA, le ministère du Développement économique, que ce soit le ministère des Relations internationales, que ce soit Investissement Québec et tout. Il y a des leviers qu'on peut utiliser pour peut-être freiner ce genre d'action-là qu'on est en train de subir ici au Québec. Et on ne voit aucune action, aucune vision de la part du gouvernement actuel pour pouvoir justement freiner ça. C'est très inquiétant. Merci. Prochaine question, M. Laval-Gagnon. La question s'adresse à Mme Gobeil particulièrement, quoique les autres pourront commenter aussi. C'est concernant les questions d'intégrité, de collusion, malversation et tout ça que la commission Charbonneau a soulevé de façon très nette pendant plusieurs mois même. Ça s'est traduit par notamment les arrestations de l'UPAC, de Mme Normando. On a le cas de M. Hamad et tout ça. Quand on élit un député, même si on les connaît plus ou moins, les dirigeants, on élit quelqu'un qui va nous représenter à l'Assemblée nationale, au gouvernement du Québec éventuellement. Alors, on est en droit de s'attendre, évidemment, à une vision de politique d'intégrité. Madame Gobeil, vous avez été pendant plusieurs années au cabinet du maire, notamment, et dans la dernière année responsable de l'aide aux organismes. On constate à travers les soubresauts de toute la question là, qui sont soulevés par la commission Charbonneau, l'UPAC et tout ça, que c'est une sorte de violation des règles, des règlements, des lois et tout ça. Mais quand on constate ce qui se passe à Saguenay, on cherche en vain ces règles et ces politiques, notamment de l'aide aux organismes dont vous avez la responsabilité. Moi, j'aimerais savoir très clairement sur quelle base vous basiez
pour attribuer les subventions, je ne parle pas des protocoles d'entente qui lient notamment les organismes, mais sur quelle base la Ville, comme organisation démocratique, se basait, élaborait ces règles de subvention. Est-ce que ces règles existent d'une part, et d'autre part, si elles n'existaient pas, vous, sur quelle base, comme responsable, vous vous basiez? Je prends 2 exemples bien simples. M. Gagnon, est-ce qu'on peut procéder je pense notamment, à la pulperie, au camping de Jonquière, à Diffusion Saguenay, dont personne ne peut connaître les états financiers, alors que la Ville subventionne dans des centaines de milliers de dollars et des millions de dollars ces organisations-là. Quelles étaient vos règles, vos principes? Mme Gobeil. Moi, je pense, M. Gagnon, que vous ne comprenez pas beaucoup mon rôle. Mon rôle, présentement, depuis la fin février, je suis en congé sans sol et complètement détachée de la Ville. Alors, j'ai aucun commentaire à faire du côté municipal. Je travaille pour être candidate. Je travaille pour être députée au Parti libéral du Québec. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai aucun commentaire à faire sur ça. Je trouve pas que votre question est pertinente, pas du tout. Vous savez que les municipalités sont les créatures du gouvernement. M. Gagnon, vous irez la poser au Conseil de Ville, ils vont vous répondre. Moi, présentement, je ne peux pas vous répondre sur ça. Vous siégez régulièrement à l'exécutif, alors vous devez être en mesure de donner Gagnon, au moins des visions. Vous connaissez ça, un code d'éthique? Je ne suis pas au municipal, je suis au provincial. M. Dosti, vous aimeriez répliquer peut-être là-dessus? Je veux juste mentionner que s'il y a un rôle où la transparence, la reddition de comptes, l'intégrité est particulièrement important, c'est au niveau du rôle de député. Et par exemple, je sais que par expérience, pour avoir été gestionnaire dans le réseau public, combien c'est absolument primordial de toujours avoir au plus haut niveau l'intérêt public, l'intérêt général, par-dessus tous les intérêts particuliers qui font pression de toutes parts. Et même dans le réseau public, il y a des intérêts particuliers, des intérêts syndicaux, différents intérêts. Il y a des organismes de la communauté ou du milieu privé ou autres qui font des pressions pour obtenir tel et tel dispositif ou service. Les députés sont soumis aussi à de nombreuses pressions. Lorsqu'ils sont déjà impliqués dans le milieu des affaires, ils ont déjà des connexions, des accointances, et il faut qu'ils soient particulièrement prudents. Il faut qu'ils aient une apparence d'intégrité et d'indépendance. L'indépendance d'action, de jugement est absolument nécessaire et il faut le préserver au niveau du public. C'est pourquoi il faut aussi qu'il y ait des dispositifs, à mon avis, je m'engage moi à le faire pour ma part, qu'il y ait régulièrement des rencontres avec les citoyens, les citoyennes pour rendre des comptes sur nos décisions, nos actions, pour recevoir aussi les commentaires, les critiques, les demandes des citoyens et des citoyennes. Merci, M. Dosti. Mme Girard va répliquer là-dessus. Mme Girard veut dire que les libéraux, c'est reconnu. On sait maintenant, depuis un bon bout de temps. Vous voulez qu'on parle du provincial, on va retourner au gouvernement libéral. Les petits amis, les petits passe-droits, les petites choses. J'appuie ce que M. Dosti dit, l'intégrité, la franchise, la transparence. C'est pas l'étiquette que les gens de Chicoutimi donnent aux libéraux en ce moment. Merci, Mme Mireille-Jean. Réplique? Moi, je voudrais juste soulever la réaction de Mme Gobeil qui fait preuve d'aveuglement volontaire en disant qu'elle ne connaît pas M. Hamad puis qu'à partir de là, elle ne peut pas en parler. Ça reste quand même un ministre de son parti qui est actuellement en fonction. Elle ne connaît pas peut-être Mme Normando et tous les chefs d'accusation qui ont été dits comme si ça n'existait pas. Mme Gobeil est en train d'adhérer à une équipe. C'est comme si tout ce qui se passe dans l'équipe à laquelle elle est en train d'adhérer, c'est pas grave, je ne les connais pas. Non, on ne peut pas dire ça. On les connaît déjà, il y a de l'information. Puis je pense que quelque part, Mme Gobeil doit assumer qu'elle rentre dans cette mouvance-là de la culture libérale. Et la réponse qu'elle donne, c'est-à-dire la non-réponse qu'elle donne à vos questions, indique qu'elle est peut-être probablement d'accord avec toute cette culture. Prochaine question, M. Louis Martineau de TVA sera suivi de M. Louis Tremblay du Quotidien. J'aimerais en venir à un débat qui a lieu actuellement, qui touche un petit peu le comté Chicoutimi, c'est celui de l'agrandissement du site de Beau-Rouge chez Rio Tinto. Il y a actuellement une condition qui est mise sur la table par Rio Tinto. Si vous voulez conserver les emplois rattachés à l'usine Vaudreuil, il faut agrandir le site de Beau-Rouge. Il y a en contrepartie des citoyens qui ne veulent pas de cet agrandissement-là, qui considèrent que pour une question environnementale, on devrait s'opposer. Ils invoquent également une question de qualité de vie. J'aimerais savoir, les 4 candidats, où est-ce que vous vous positionnez? On priorise quoi? L'environnement et la qualité de vie ou les emplois à sauver du côté de Rio Tinto? Où est-ce que vous vous situez?
On y va avec Mme Gobeil pour respecter l'ordre. Je sais qu'hier, ils ont déposé une demande d'amendement. Là. On l'a vu un petit peu. Rio Tinto, Vaudreuil et 650 emplois directs. 1500 emplois indirects. Moi, il faut être des facilitateurs pour ces grosses entreprises-là, puis des accompagnateurs, puis il faut être à l'écoute. On visitait une entreprise au parc industriel la semaine passée et M. Couillard a eu le privilège de parler à M. Berrios, puis il s'est fait rassurer qu'il n'y aurait pas... qu'il allait faire l'agrandissement du AP60, puis qu'il allait investir cette année 250 millions, là, comme dans un shutdown là, à l'intérieur de l'usine. Moi, je peux vous dire qu'après avoir vécu la fermeture de l'usine à la baie, la console, moi, je l'ai vécu. 600 emplois. Je vais travailler fortement avec tous les acteurs pour aider Rio Tinto, pour qu'on garde nos emplois. Écoute, on travaille pour le développement économique puis à créer des emplois. Puis vous me demandez si je suis pour ou contre le lac des Boues-Rouges. Bien, moi, je peux vous dire qu'il va y avoir un suivi très, très serré du ministère de l'Environnement, on le sait. Pour moi, qui travaille en agriculture, je peux vous dire qu'ils ne nous laissent pas d'un pouce. On est suivi à tous les instants. Ils ont un CA très sévère à remplir. Moi, c'est le ministère de l'Environnement. L'ALCAN remplit les demandes du ministère de l'Environnement, tout en respectant les gens alentours. S'ils leur laissent une bande verte ou c'est pas collé après les maisons, bien, écoutez, le reste du dossier va être facile à régler pour les citoyens qui demeurent pas loin de là. Il y a des solutions pour tout aussi. Là. Si c'est pour le bruit, il peut y avoir des atténuations, on peut travailler, mais c'est sûr que moi, j'ai vécu la fermeture de l'usine, je m'en souviens. J'ai des amis qui travaillaient à 30 pièces de l'heure, qui travaillent à 15 pièces de l'heure. Puis je vais tout faire pour que nos usines gardent les emplois qu'ils ont. Merci. Madame Jean. Effectivement, l'usine Vaudreuil représente 600 emplois et ce n'est pas à dédaigner aujourd'hui, donc il faut respecter ça. Le projet qui a été proposé représente quand même certains avantages au niveau, on ne parle plus d'ailleurs de Beau-Rouge, mais plutôt de résidus de bauxite parce que c'est un élément solide maintenant, ce n'est plus un lac, c'est des éléments solides. La méthodologie proposée semble intéressante. Il y a un comité mixte qui a été formé, qui discute actuellement justement de quelle sera la meilleure méthode, donc il faut laisser travailler le comité actuellement. Ceci dit, il faudrait quand même, oui, on l'accepte, mais encore une fois, s'assurer que ce soit fait selon les règles de l'art. Et aussi, il serait temps de négocier avec Rio Tinto le fait de conserver des résidus comme ça de bauxite. On devrait pouvoir négocier avec eux la possibilité d'investissement dans la recherche et développement, que ce soit principalement avec l'Université du Québec, pour explorer des voies de valorisation des boues rouges. On sait que les boues peuvent être récupérées, mais il faut travailler justement comment on pourrait le faire et comment on pourrait le valoriser. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Ou encore, on peut faire de la recherche sur comment nettoyer, rendre plus pure cette boue-là pour qu'elle soit plus toxique et qu'elle soit utilisable ailleurs. Donc, ce serait l'avenue que moi, je préconiserais. Oui, on le fait. Dans le pratico-pratique, naturellement, il y a des gens qui sont influencés par ce projet-là, c'est pas très loin de leur résidence. Il faut respecter ces gens-là, il faut respecter leur qualité environnementale, que ce soit visuelle et que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la pollution, de la santé. Ce qui est présenté actuellement, il va y avoir des bandes vertes. À ce niveau-là, je pense que ça risque d'être intéressant. Mais encore une fois, le comité mixte, je pense qu'ils vont faire un travail là-dessus. Et moi, comme députée, je regarderai ça de près pour justement que tous ces critères-là soient respectés. M. Dosti. Moi, je crois que c'est un faux dilemme, malheureusement, là, de tenter d'opposer l'emploi avec le respect de l'environnement. Ça place tout le monde dans une position de culpabilité à l'avance. Parce que dans une perspective de développement durable, ces questions-là doivent être conciliées. Donc, on doit faire en sorte que, par exemple, on ne se préoccupe pas seulement d'entreposer ces matières ou d'en faire des tas, mais dans une perspective de développement durable, on la voit comme une ressource à valoriser. Et effectivement, il y a des expériences de par le monde qui sont encourageantes pour faire en sorte que ce soit réutilisé, neutralisé. Mais l'entreprise, si eux ne sont pas capables de le faire, qui pourra le faire? C'est une entreprise multinationale avec de grands moyens, de grandes ramifications de par le monde. S'ils ne sont pas capables de faire des recherches, faire des travaux pour valoriser ces résidus-là,
qui pourra le faire. Alors, je pense que ce qui est dommage, c'est que dans un réflexe peut-être de coloniser, j'ose le dire, le conseil municipal se dépêche pour créer des conditions qui vont permettre d'anticiper que peut-être, oui, on va pouvoir empiéter sur une zone qu'on aurait voulu, que le BAP antérieurement aurait voulu qu'elle soit tampon par rapport à l'entreposage actuel, par rapport au lac actuel. Et puis, on n'attend pas les résultats de l'étude d'impact que la compagnie a promis de faire. On n'attend pas les résultats des audiences du BAP que le comité citoyen de Vaudreuil pour un Vaudreuil durable a demandé. Et on se dépêche à se mettre à genoux au plus vite pour que la compagnie entende le son de cloche, qu'on est prête à faire n'importe quoi, y compris faire massacrer, peut-être, on ne sait pas. Merci, on ne connaît M. pas les Dassy. résultats de notre environnement. Donc, Mme Girard, sur le même sujet. Je pense que sur le même sujet, on est pas mal d'accord sur à peu près la même réponse. Écoutez les gens concernés. Écoutez les comités. S'asseoir. Mais de toute façon, en partant, depuis le début, lorsqu'on parle de Rio Tinto, je ne comprends pas, et je ne comprends pas encore aujourd'hui, pourquoi le gouvernement n'est pas assis dans le bureau d'Étienne Jacques à trouver des solutions. Et ça vaut aussi pour cette question-là. 600 emplois, c'est hyper important. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que dans la région, à date, il y a 1200 emplois de perdus en général. Je ne parle pas seulement de Rio Tinto, je parle en général. Et ça vient avec le reste du dégât du Parti libéral, mais c'est autre chose. Il faut écouter tous les gens concernés, trouver des solutions. Mais on ne pourra pas mettre la charrue en avant des bœufs. Je le dis encore, les espadrilles doivent être au début de la ligne de départ, avant d'aller déchirer le ruban de la ligne d'arrivée. C'est important de conserver nos emplois, mais de se mettre à genoux, de se rouler par terre, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il peut exister une solution qui va rendre tous les gens confortables et non de se sentir coupables. Merci. Prochaine question, M. Louis Tremblay du Quotidien, sera suivi de Mme Mélanie Patry de Radio-Canada. Ma question s'adresse à Mme Jean du Parti québécois. Mme Jean, comment vous faites pour défendre le passé de votre chef Pierre-Carl Péladeau dans une région où le monde syndical est aussi, la syndicalisation est aussi élevée? Et encore là, est-ce que cette question-là du passé de Pierre-Carl Péladeau, qui a décrété 17 ou 18 lockouts dans des entreprises au Québec, dont un d'une année au réveil, est-ce que ça ne va pas nuire au résultat des élections qui s'en viennent, à votre propre élection? Au niveau de M. Péladeau, pour nuire ou non à la campagne électorale, M. Péladeau est venu m'appuyer quelques fois, je pense 3 fois jusqu'à maintenant. Et l'accueil que M. Péladeau reçoit dans les bains de foule est extrêmement positif. Donc, je pense que les gens apprécient cet homme, apprécient ce qu'il propose, apprécient son attitude au niveau des relations. Donc, non, je ne crois pas que ça peut nuire. Au contraire, je pense que c'est très positif. Et voilà. Merci. Prochaine question, Mme Mélanie Patry de Radio-Canada, qui sera suivie de M. Jean-Pierre Girard de Radio-Canada. On est dans la période des impôts. Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont fait leur déclaration récemment, qui ont eu des mauvaises surprises en devant rembourser des sommes pour frais de garde, etc. On sait que c'est la situation particulièrement difficile pour les femmes monoparentales dont le revenu est à peu près à 61 % estimé là, par rapport à celui des hommes. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre position, chacun d'entre vous, par rapport à ces politiques familiales. Mme Gobeil. Oui. Alors, justement, là, les garderies, je suis allée un petit peu à l'information. Les garderies, c'est une chose qu'on veut garder. Hein. C'est important pour les femmes. Ce que le Parti québécois avait mis sur pied, ça coûtait 9 $ par enfant. Quand M. Couillard a travaillé le budget pour assainir les finances publiques, si on continuait dans ce sens-là, on n'aurait pas été capable de garder notre programme de garderie. Il fallait le restructurer, le travailler. Alors, les familles qui sont moins bien nanties payent 7 $ et les familles qui ont plus de salaire payent 9 $. Et pour le deuxième enfant, c'est la moitié prix. Fait que moi, je pense là, que ce qu'ils ont fait, là, je manque peut-être d'informations pour l'ensemble du programme, là, mais je peux vous dire que si on l'avait laissé comme ça, on n'aurait pas été capable de passer au travers. Alors, vaut mieux peut-être
que ceux qui gagnent un petit peu plus cher paient un petit peu plus cher, mais que ceux qui gagnent un salaire minimum en profitent pleinement. Merci, Mme Jean. C'est à vous la parole. Investir dans la petite enfance, c'est essentiel. C'est par là que ça passe, justement, pour faire des bons citoyens. Donc, d'investir là-dedans, encore une fois, ce n'est pas une dépense. Je pense que le gouvernement a encore mal calculé. Il n'a pas mis le montant dans la bonne colonne. C'est un investissement. Avoir des CPE accessibles à tous, je pense que c'est essentiel, que ce soit pour les familles les jeunes familles à faible revenu ou autrement. C'est un système qui a été prouvé comme quoi il fonctionnait bien. Et malheureusement, la méthode utilisée actuellement pour augmenter les frais et justement l'effet pervers qu'on a au niveau du crédit d'impôt fait en sorte que les gens résistent ou hésitent à s'inscrire à ce système-là, ce qui est extrêmement malheureux. On me dit que c'est pour équilibrer le budget. En même temps, le Parti libéral décide d'octroyer des augmentations de salaire aux médecins, des bonus. Là, à ce moment-là, on a les moyens. Mais on n'aurait pas les moyens de donner 2 $ pour pouvoir garder nos enfants. Moi, je trouve ça effarant. Monsieur Dosti, c'est à vous la parole. Quand on regarde le réseau des services de garde au Québec, on voit que c'est un très bel exemple d'une entreprise que le gouvernement du Parti québécois a fait à moitié, parce qu'il aurait dû faire un réseau universel et gratuit dès le départ, ce qu'il n'a pas fait. Et que le Parti libéral, par la suite, démolit. Ça, on a vu ça dans d'autres politiques. Une politique qui marche à moitié, puis que les libéraux démolissent. Au fond, vous avez peut-être déjà entendu Pierre Fortin, l'économiste, qui n'est pas un membre de Québec solidaire. Camille Bouchard, qui n'est pas non plus un membre de Québec solidaire. Les deux disent, Pierre Fortin comme économiste, s'il y avait un chantier économique qu'il faudrait privilégier, prioriser, c'est d'investir massivement dans la petite enfance, dans les services de garde notamment. Là, ce qu'on est en train de faire, ce que M. Couillard, en campagne électorale, avait voulu empêcher, supposément, un choc tarifaire quand il avait été question d'évoquer une augmentation des tarifs, bien non seulement il fait un choc tarifaire, un super choc tarifaire aux familles, mais il introduit un cafouillage administratif avec des mauvaises surprises comme ce que vous évoquez. C'est compliqué gérer ça, ça demande probablement une administration, alors que quand on a un service universel et gratuit, c'est pas compliqué à gérer. Puis quand c'est le temps de le payer, là, pour ceux qui gagnent plus cher, là, bien, quand on fait notre rapport d'impôt, bien, le système de fiscalité progressive s'en occupe. Ceux qui gagnent plus cher payent tout simplement. Mais avec Merci, monsieur. Donc, Mme Girard, sur la même question. C'est pas compliqué, Mme Patry. La CAQ ne lâchera pas le morceau de baisser les impôts de 500 $ par travailleur. Donc, 1 000 $ par famille. Et j'aimerais vous rappeler, Mme Jean, que M. Pellado a dit lui-même, à la veille du budget, qu'il est hors de question de réclamer une baisse d'impôts. Nous, à la CAQ, on ne lâchera pas le morceau, je vous le répète, 500 $ de baisse d'impôts, c'est primordial. Et il y a des taxes avec le Parti libéral qui montent tout ça, qui montent le fardeau fiscal. Il y a des petites taxes qui sont comme un peu cachées et que les parents doivent payer et ça passe sur le dos des enfants. C'est inconcevable. Une des priorités de la CAQ, ce sont les jeunes familles, les gens, les employeurs et les employés à devenir nos jeunes. C'est ça qui est important. Baisser les impôts au plus vite pour donner de l'air aux contribuables. Merci. Prochaine question, M. Jean-Pierre Girard de Radio-Canada sera suivi de M. Louis Martineau de TVA. Merci, M. Villeneuve. En fait, Louis a posé la question qui m'intéressait tantôt concernant les bourreaux. Je vous y avais déjà répondu. Mais je resterai un peu avec Rio Tinto. Ça m'intrigue, ça. Il y a le député Serge Simard qui avait eu des mots très durs à l'endroit de Rio Tinto il n'y a pas longtemps, rappelez-vous. M. Simard, qui apprécie pas tellement les récents gestes posés par Rio Tinto. Ben, d'abord, les investissements promis qui se font attendre, vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les firmes d'ingénierie qui vont avoir de la difficulté à obtenir des mandats désormais dans la région. Les paiements aux fournisseurs, qui s'est modifié, c'est retardé. Vous avez vu cette nouvelle mesure il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, on regroupe les alumineries en une seule unité. Désormais, bien, ça va vouloir dire ça, évidemment, nécessairement des pertes d'emploi chez les cadres aussi. Le chiffre exact n'est pas connu. Bref, il y a eu une série de décisions récemment posées par Rio Tinto qui inquiètent beaucoup dans la région. Je commencerai peut-être par vous, Mme Gobeil. Partagez-vous l'opinion de Serge Simard? Êtes-vous en colère contre Rio Tinto, Mme Gobeil?
Bien, écoute, Serge Simard, tu sais, il est pas content, mais après qu'on a dit qu'on n'est pas content, là, il faut être capable de garder une communication avec eux pour être capable de les aider, puis de les convaincre aussi, là. Tu sais, on ne peut pas partir en guerre contre Rio Tinto. Pour ce que vous me dites quand vous me parlez des ingénieurs, j'en rencontre 3 cette semaine, des ingénieurs qui ont demandé à me rencontrer pour me parler du problème. J'ai parlé au premier ministre et il n'y a aucune décision de prise là, pour que cette loi-là, là, pour qu'eux autres soient payés plus cher pour venir. Ou en tout cas, là, nous, ce qu'on dit, c'est que moi, je les rencontre cette semaine, je me fais expliquer la problématique de A à Z. Puis c'est des dossiers comme ça, c'est notre job de le faire. Puis je vais le faire. Merci. Prochaine question, monsieur. Ben, j'aurais aimé avoir l'avis des autres là-dessus, peut-être. Ouais. Ah, J'ai OK, pas- excusez. Oui. Madame Jean. Ben, moi, je pense que c'est très inquiétant ce qui se passe par rapport aux nouvelles qu'on a reçues récemment et la nouvelle philosophie que Rio Tinto amène ici. Il y a une entente de continuité qui a été signée. L'entente de continuité devrait, j'imagine, comprendre un plancher d'emploi. Actuellement, les effets de ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont le faire ou non? Rio Tinto est ici avec une entente avec nous concernant justement comme partenaire corporatif. Et quelque part, il y a une certaine obligation, une certaine loyauté à faire vis-à-vis les gens qui sont dans la région. Je trouve ça inquiétant de voir justement qu'il y a des politiques comme le contrat d'impartition qui va se faire avec ADECO qui détruit quelque part un écosystème d'ingénieurs qui vont devenir des pigistes, ni plus ni moins maintenant. Le fait que Rio Tinto affiche officiellement qu'ils vont se financer dans leur liquidité à même les liquidités des PME qui leur fournissent des services, quelque part, il faut le dire, c'est odieux. C'est odieux que des gens aient à attendre 90 à 120 jours avant de se faire payer auprès d'une multinationale qui, elle, normalement, aurait les moyens et les reins de supporter ça. Je pense qu'en tant que député et en tant que gouvernement, il faut au moins se lever puis dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas correct par rapport à notre entente qu'on a avec vous. Il y a du respect à donner vis-à-vis notre communauté d'affaires. Et Rio Tinto, oui, c'est un gros joueur et on le respecte beaucoup et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être bien chez nous. Mais encore faut-il que l'entente soit respectée des deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'on est à plat ventriste devant Rio Tinto, mais il faut se parler. Puis ça, c'est le rôle du gouvernement, du premier ministre lui-même, qui est même ici dans la région, qui devrait s'asseoir avec eux et partager avec eux cette façon de voir-là et s'assurer que les impacts des décisions qui sont prises en Australie ou ailleurs, bien que cet impact-là soit minimisé parce que c'est important pour nous et ça va être quelque part important pour eux dans le temps. Merci, Madame Jean. Monsieur Dosti, sur le même sujet. On aura beau faire des shows de boucan comme Serge Simard a fait pour tenter de camoufler la responsabilité que ce gouvernement a d'avoir démoli le peu d'outils de développement économique que nous avions et de concertation que nous avions dans la région, puis d'implorer ou d'évoquer le fait qu'on n'a pas le contrôle sur notre développement économique, qu'on n'a pas le contrôle sur les actions des grands acteurs comme Rio Tinto. Michel Chartrand dirait, c'est comme ça que ça se passe dans une company town. C'est dans ça qu'on est. C'est difficile pour nous de sortir de cette culture de soumis. Nous n'avons pas le contrôle de notre développement économique. Une des choses qui pourrait aider serait, par exemple, si le Québec était indépendant, qu'il avait tous les leviers politiques, économiques pour se développer, il pourrait procéder à une vaste décentralisation des pouvoirs vers les régions, parce que s'il ne le ferait pas, il serait le pays unitaire le plus centralisé au monde. Et si nous avions des gouvernements régionaux élus avec possibilité de retirer des revenus, par exemple, par l'exploitation des ressources naturelles ou d'autres façons, qu'on aurait le contrôle sur certaines de l'aménagement de notre territoire, sur certaines dispositions qui pourraient mieux encadrer le développement économique. Peut-être qu'on pourrait avoir des politiques de développement économique. Peut-être que les régions pourraient se spécialiser à partir de créneaux qui sont les leurs. Nous, on a quand même la culture, le tourisme, l'économie du savoir. On aurait peut-être plus de leviers, plus de pouvoir pour développer notre industrie agroalimentaire ou pour peut-être s'inscrire dans le projet que je parlais tout à l'heure de fabrication de véhicules de transport en commun électrique dans une perspective d'économie verte. Mais nous n'avons pas ce contrôle-là.
Et quand on aura beau faire des shows de boucan de temps en temps ou évoquer que oui, il y a des ententes secrètes, il faut les respecter, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces ententes secrètes-là. Merci, On sait qu'il y a Monsieur des Dostie. clauses qui permettent à la compagnie de jeter ses travailleurs dehors en lock-out puis de nous vendre de l'électricité dont on n'a pas besoin. Ça, on sait que ça existe. Merci, Merci M. Dostie. beaucoup. Mme Girard. Monsieur qui rêve à l'indépendance, moi, je vous le dis, je vous le répète, si ça n'a pas passé du temps de René Lévesque, puis de Jacques Parizeau, ben est-ce qu'on peut passer à autre chose? Bon, revenons au sujet. Écoutez, c'est pas compliqué. Ça part de Raymond Bachand. Il y a eu une négociation à un sens. Raymond Bachand qui a donné à l'Alcan, à ce moment-là, c'était Alcan, qui est devenu Rio Tinto aujourd'hui, sans demander de garantie de plancher d'emploi. C'est extrêmement important. C'est primordial. Et ça revient à ce que je disais tantôt. On ne pourra jamais plaire au bon Dieu et au diable en même temps. Sauf qu'il y a moyen de s'entendre, d'écouter les gens qui sont concernés pour trouver des solutions. Et je le répète, je ne comprends pas que M. Couillard n'est pas assis dans le bureau d'Étienne Jacques avec son sac de couchage au pire aller. Il faut trouver une entente et des garanties. Merci. Prochaine question, M. Louis Martineau de TVA. On me signale qu'il reste à peu près 6 minutes, donc je ne prends plus de gens. Ben, j'avais eu l'occasion de répondre donc, à la même question. M. Martineau. Une question qui s'adresse spécifiquement à M. Dostie. C'est une clarification au sujet de vos propos. Vous avez parlé tout à l'heure de rapatrier des barrages. Est-ce que je dois comprendre que vous voulez nationaliser des barrages qui appartiennent à Alcan et à Résolu? Est-ce que c'est de cette façon que je dois le comprendre? Oui, même à la campagne, déjà en campagne en 2012, et nous l'avons réitéré en 2014, nous sommes favorables à la nationalisation de ces barrages-là. Ce sont des barrages qui auraient normalement dû être nationalisés lors de la création d'Hydro-Québec. Et on a permis à ces entreprises-là d'en conserver la propriété dans la mesure où ça contribuait directement à leurs besoins économiques, à leurs besoins industriels pour pouvoir avoir des retombées économiques. Or, on peut maintenant se questionner sur l'efficacité de cette entente-là et ça n'empêcherait pas que nous pourrions maintenir des tarifs préférentiels pour l'achat d'électricité qui leur permettrait de continuer d'opérer, mais nous aurions le contrôle sur cette ressource et nous pourrions l'utiliser pour le développement économique. Mais M. Dostie... Merci. Prochaine question, M. Laval-Gagnon, sera suivi de M. Bertrand Tremblay. Le gouvernement a éliminé les structures de concertation régionale, la CRE, a coupé dans les forums jeunesse toutes les structures de concertation, dans la culture, dans la santé aussi, avec la réorganisation, le développement économique avec les CLD et tout ça, de sorte que depuis les années 70, c'est la première fois qu'il n'y a pas d'organisation, de structure, d'organisme qui gère le débat régional, la gouvernance régionale. Or, même les maires qui se sont réunis à travers les MRC n'en veulent pas. Alors, comment se fait-il que nos représentants ne débattent pas et n'essayent pas de nous proposer quelque chose de concret concernant cette gouvernance-là? Bien, il y a sans doute des partis qui veulent le faire. Je voudrais bien les entendre là-dessus. Mais inévitablement, quand on parle de développement économique régional, s'il n'y a pas de concertation régionale, chacun parle dans son petit coin, puis on va finir par perpétuer le sous-développement. Mme Gobeil, là-dessus, la question se posait aux 4. Aux 4. Réponse rapide, c'est possible. Des décisions du gouvernement libéral. Les décisions, comment vous dites? Parce que les décisions, l'élimination des structures régionales, c'est la première fois qu'un gouvernement coupait les structures régionales et les éliminait complètement. À titre d'exemple, là, M. Gagnon, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a 62 du budget qui est alloué au CRE qui servait à acheter des immeubles. Le CLD, il y a 40 je pense, qui allait à l'administration, 49 Maintenant, là, la mission a resté la même pour les CLD. Pour la CRE, vous en avez des tables de concertation régionale. Moi, en tout cas, là, je pense que le ménage que le gouvernement a fait, là, les interventions qu'il a faites, c'est pour le donner directement aux entrepreneurs. Merci. C'est une excellente décision.
Merci, Mme Jean, rapidement, sur la gouvernance C'est certainement pas régionale. une bonne décision de nous enlever des leviers de développement économique quand on est dans notre situation d'aujourd'hui. C'est la pire décision à prendre. La CRE avait ses défauts certainement, mais elle méritait certainement pas d'être jetée avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. La CRE est un outil de concertation dont on a absolument besoin ici pour pouvoir justement réunir nos forces pour relever les défis qui nous sont présentés. En n'ayant plus la CRE, on n'a pas cette plateforme-là pour coordonner nos forces et faire de quoi de cohérent. Le gouvernement libéral, il faut croire qu'il opte sur la culture de diviser pour régner. En n'ayant plus de table de concertation, on se retrouve tous séparés, donc des silos. En silo, on arrive de quoi, mais on n'arrive pas à quelque chose de probant. C'est ensemble qu'on peut faire quelque chose de probant. Pour les CLD, non? Monsieur Dosti. Allez-y avec les CLD, Monsieur Dosti. On y va express. Merci, Mme Jean. La démocratie, vous savez, il y a 2 volets. Le volet représentatif, déjà, dans notre mode représentatif, votre chef, Mme Jean, l'avait déjà qualifié de démocratiquement infect. Il n'a pas été changé. Il y a un volet participatif. Toutes les instances de concertation, le CRCD, la CRE, plein d'institutions relèvent, si on veut, d'un volet de démocratie participative. Là, on s'en va avec un autre déficit dans ce volet-là. C'est extrêmement inquiétant parce que, et je pense que ça va parfaitement dans la philosophie du premier ministre Couillard de sa 5e révolution industrielle, où est-ce qu'on ne traite plus avec les groupes qui représentent des collectivités. Le débat sur le féminisme, là, c'était une question d'individualisme versus d'action collective ou de défense collective. Merci, M. Dosti. Mme Girard, sur la gouvernance régionale. C'est pas compliqué. Les CCTT, vous savez sûrement ce que c'est, les centres collégiaux de transfert de technologie, vont aider terriblement. Écoutez, l'abolition du CLD, l'abolition de la CRE, c'est épouvantable. Et je suis obligée de me rallier à mon adversaire péquiste pour dire que s'il y a un temps où c'était pas le temps de faire ça, c'est là. Et là-dessus, j'ajouterai une chose. La CAQ est un nouveau parti, un parti qui a tout approuvé. C'est un parti que vous devez essayer, parce que l'essayer, ce sera l'adopter. Merci, mesdames et messieurs. Donc, c'est tout le temps dont nous disposions pour les caméras de MaTV.